Donc, dans tous les cas, tous. bonjour à tous. Bonjour à tous. On va attendre quelques minutes que tout le monde puisse se connecter le temps que l'événement soit lancé. Je vois qu'on est déjà très nombreux aujourd'hui. On est déjà une quinzaine de participants. On va attendre encore quelques minutes avant de démarrer. Ça vient. Je te propose de démarrer quand une vingtaine de personnes sont connectées. Ça fera venir sûrement tous nos autres participants. On est de plus en plus nombreux. Oui, on va peut-être démarrer pour éviter les retards. Hein. Encore 2 petites minutes, Sana, je te propose, si tu veux bien. Allez. On voit que ça réagit sur le chat déjà. Bonjour à tous. Bonjour Brice. Bonjour Karima, Sandrine. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour Anne-Charlotte. On voit qu'il y a encore des gens qui... Oui, on a de nouveaux inscrits là qui arrivent. Ouais. On est déjà une vingtaine. Idée retardataire. Ça vient encore. En tout cas, bonjour à tous. Bienvenue à vous à notre webinaire. Sana, je te propose de démarrer. On va démarrer, bien sûr. Ils vont arriver. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis Sana et je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire sur le décret tertiaire. Que choisir, valeur absolue ou valeur relative? Je vous remercie à tous d'être si nombreux d'y participer. Nous sommes ravis que ce sujet ait suscité autant d'engouement. Notre webinaire va se dérouler de la manière suivante. Notre chef de projet efficacité énergétique Martial va l'animer et nous laisserons les questions-réponses pour la fin de la session. Si vous avez des questions, notez-les, nous les poserons en fin de présentation. Et nous vous solliciterons sur quelques sondages de manière ponctuelle pendant la présentation. Ils apparaîtront dans la barre latérale du chat. Vous avez le chat, les questions ainsi que le sondage. Je vais maintenant laisser la parole à Martial. Pour ma part, je vous retrouve en fin de session. Bon webinaire. Bon webinaire à tous. Bien, bonjour à tous. Merci à tous d'être présents. Merci Sana, merci Zakaria pour l'introduction. Je me présente, Martial Géry, je suis chef de projet. Je vais effectivement vous présenter ce webinaire, décret tertiaire, que choisir, valeur absolue ou valeur relative. Avant toute chose, un petit récap finalement de qui nous sommes. Green Today, donc c'est une société qui a été créée sur la fin d'année 2020 et qui a fait finalement de l'évolution du développement durable et de cette politique de développement durable une réelle opportunité de performance énergétique pour vous, les entreprises. Et donc, nous accompagnons nos clients avec une offre multiservice qui permet de répondre à l'intégralité, finalement, de vos problématiques, que ce soit sur de l'achat d'énergie, sur de l'efficacité énergétique. Le décret tertiaire fait d'ailleurs partie de ce pôle que nous proposons,
des solutions techniques qui accompagnent vos projets de solaire ou de mobilité électrique, et également une partie financement. Passons tout de suite au décret tertiaire, au sujet qui nous intéresse. Alors, comme le disait Sana tout à l'heure, au fur et à mesure de la présentation, vous aurez des sondages. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Ça permet aussi derrière d'ajuster les questions qu'il pourrait y avoir dans la continuité. Alors, le décret tertiaire, finalement, d'où ça vient? Un petit récap juridique et historique. Ça vient tout simplement au départ de l'Europe. On a au niveau de l'Europe des obligations et un cadre réglementaire qui a été imposé à tous les États membres, qui a fixé notamment les 3-20, donc cet objectif de réduction de 20% des gaz à effet de serre, de réduction des consommations énergétiques sur l'ensemble du parc de l'ordre de 20%, mais également de produire 20% d'énergie renouvelable en plus par rapport au parc existant à 2010. Dans la continuité, on a eu plusieurs lois qui ont permis au niveau français de préciser un petit peu ces différents objectifs européens, donc au travers de la loi Grenelle 1 et 2, par exemple, où on a vraiment un premier engagement national qui a mis en place une obligation de rénovation du parc tertiaire au niveau de la performance énergétique, donc ça c'est la loi Grenelle, et ensuite 2 autres lois qui ont également repréciser un petit peu plus ce qu'il y avait à faire au niveau des performances énergétiques. Donc la première, c'est la loi pour la transition écologique et la croissance verte, qui a fixé des obligations de réduction de consommation à au moins de moins 60% en 2050 par rapport à 2010, et la loi Elan qui a fixé des seuils à atteindre, notamment pour le tertiaire et pour les bâtiments à usage tertiaire, de moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Dans la continuité de cette loi Elan, bien sûr, on va arriver au sujet qui nous intéresse le plus. Le décret tertiaire est apparu, décret qui a pu fixer le 23 juillet 2019 l'ensemble des obligations de réduction de consommation d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire, donc notamment les champs d'application, les objectifs, les modulations, suivi, contrôle et sanctions. Ce décret a ensuite été complété par 2 arrêtés. Le premier qui est un arrêté méthode qui est paru en 2020, début 2020, et le second qui est paru le 24 novembre 2020, donc c'est le second arrêté qui s'appelle la valeur absolue 1. Ce qu'il est à noter, c'est que d'autres arrêtés vont compléter ce décret, notamment le valeur absolue 2 et 3, qui fixeront les objectifs 2040 et 2050, notamment pour la partie valeur absolue. Alors, ces 2 arrêtés nous ont permis notamment de fixer les modalités d'ajustement, la modulation des objectifs, on va y passer un petit peu de temps par la suite. On a pu apprendre un petit peu plus sur la plateforme Opéra, sur son rôle, sur ce qu'il va y avoir à déclarer sur cette plateforme, mais également ensuite la partie valeur absolue, donc les différents seuils qu'il faudra atteindre. On va y passer un petit peu de temps juste après. Alors, le tertiaire, qu'est-ce que c'est? Alors, je pense que vous êtes tous au courant, je pense. Le tertiaire, par définition, c'est ce qui ne relève pas du primaire et du secondaire, donc ce sont principalement des activités de services, donc ils sont divisés en 2 blocs. Le premier, c'est le principalement marchand, le second, c'est le non marchand. Donc on va retrouver les banques, l'immobilier, la restauration, l'hôtellerie, l'enseignement, etc., etc. Donc, ce qui vient cadrer finalement ce pôle de tertiaire, c'est effectivement l'arrêté, le décret tertiaire, qui vise à obliger l'ensemble des partenaires du secteur tertiaire à réduire leur consommation d'énergie finale sur leur parc et sur leur patrimoine. Donc, le décret va fixer un ensemble d'obligations à la fois pour des bâtiments à usage tertiaire à 100%, à la fois pour des bâtiments à usage mixte dont certaines activités tertiaires peuvent être hébergées, mais également un ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un site, à réduire leur consommation. La particularité, c'est qu'il faut que l'ensemble des surfaces tertiaires, en termes de surface de plancher, j'entends, donc ce que j'entends par surface plancher, ce sont tous les niveaux construits, clos et couverts, dont la hauteur dépasse 1,80 m, et dont la surface globale en cumulé dépasse 1000 m², vont être soumis à ces obligations. Alors, quelles sont-elles? Les obligations sont simples. C'est une obligation, d'une part, de déclaration annuelle de vos consommations énergétiques, donc sur la plateforme que l'on va appeler Opérat. Donc, c'est une plateforme qui
on va y passer un petit peu de temps également plus tard, va récupérer l'ensemble des données et va permettre d'agglomérer pas mal d'informations. Donc, d'après un webinaire qui s'est déroulé le 17 juin dernier, qui a été animé notamment par l'ADEME et par les services de l'État, il y a eu un décalage de planning à 2022 pour ces premières déclarations. La seconde obligation qui vient autour de ce décret tertiaire, c'est notamment une obligation de réduction des consommations d'énergie. C'est quand même aussi un sujet qui est principal. Et donc là, le décret vous laisse deux possibilités. La possibilité d'y répondre avec une méthode, ce que l'on appelle la valeur relative. Donc par rapport à une consommation de référence, vous avez des objectifs qui sont fixés à 2030, 2040 et 2050, qui visent à réduire de 40, 50 ou 60% vos consommations en énergie finale. La seconde méthode est une méthode de valeur absolue qui va fixer en fonction des catégories de bâtiments, de votre localisation, de l'altitude, des seuils qui vont être à atteindre. Et donc ces seuils, en termes de valeur résiduelle, ne sont pas forcément les mêmes que ceux de la valeur relative. On va justement aller dans le concret un petit peu plus tard. Alors, vous avez bien compris, si on parle de décret, on va parler d'obligations. Bien évidemment, derrière, on va parler de sanctions. Les sanctions sont diverses, tout simplement parce que toutes les informations que vous allez mettre en avant et que vous allez noter au niveau de la plateforme vont être agrégées, vont être traitées. Et donc, si effectivement vous ne respectez pas vos obligations de réduction de consommation en énergie, les services de l'État vont mettre en place un site officiel. Alors pour l'instant, rien de bien défini si c'est un site spécifique ou si c'est un site qui sera directement au sein de l'ADEME ou autre. Ce site va permettre de mettre en avant tous les mauvais élèves, on va appeler ça comme ça, donc le Wall of Shame, le mur de la honte. Et ce mur de la honte sera consultable, bien évidemment, par l'ensemble du public, que ce soit du tertiaire ou d'autres activités également. On entraîne bien évidemment, après le Wall of Shame, des pénalités financières, donc elles peuvent aller à 7 500 € d'amende par personne morale et par site, et 1 500 € par personne physique et par site. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas cité un petit peu plus tôt, sont concernés les propriétaires et les locataires. Donc, effectivement, que vous soyez l'un ou l'autre, vous êtes concerné par ce décret et donc vous pouvez éventuellement être soumis à ces pénalités financières. Lorsque vous renseignez vos différentes consommations, on vous attribue également une notation. Donc, c'est une sanction oui et non. C'est une sanction pour les mauvais élèves, mais c'est quelque chose aussi très positif pour les bons élèves. Cette notation éco-énergie tertiaire va permettre de classifier votre patrimoine donc selon les 5 notations que vous voyez sur la droite de votre écran, donc les 5 feuilles. Donc la grise, donc là effectivement vous n'avez pas fait grand-chose et donc vous êtes toujours sur votre consommation de référence. La jaune, donc là vous êtes sur une zone où vous êtes un petit peu en retard par rapport à vos objectifs, mais ça reste raisonnable. La feuille verte simple qui est plus ou moins 10% de votre ligne directrice de vos objectifs. Et ensuite, vraiment, si vous êtes en avance, voire que vous avez atteint vos objectifs principaux, là, vous êtes sur du 2 ou du 3 feuilles. Et donc, c'est important de le noter, mais l'intégralité de cette notation sera indexée à vos baux de location et à vos documents de vente. Donc, c'est quelque chose d'assez nouveau également. Vous allez devoir proposer ces notations et donc ces publications à vos locataires ou pour la vente. Alors, on va quand même passer un petit peu plus rapidement là au sujet qui nous intéresse. Alors, on parle de deux méthodes, ce que l'on appelle la méthode relative et la méthode absolue. Dans les deux cas, on va partir d'une consommation de référence. Cette consommation de référence, on parle d'une consommation en énergie finale, donc c'est l'énergie que vous avez au compteur directement, et qui ne prend pas en compte l'ensemble des véhicules électriques. C'est-à-dire que si vous avez installé des véhicules électriques depuis, et que vous avez installé du sous-comptage associé à cet usage, vous allez pouvoir l'enlever de cette consommation de référence. La consommation de référence est forcément associée à une année de référence, cette année peut être glissante, on verra dans les exemples qui sont un petit peu plus tard. Donc la première méthode, on l'a vu tout à l'heure, qui est assez simple, une consommation de référence, vous enlevez 40, 50 et 60%, vous avez les consommations relatives que vous pouvez atteindre, donc ce sont des seuils que vous devez atteindre d'ici 2030, 2040 et 2050. C'est une technique qui est assez simple. La particularité, elle est plutôt sur la deuxième méthode, la méthode CABS,
où là, on va décomposer l'objectif à atteindre, donc ce sont des valeurs seuil, et comme je disais tout à l'heure, ce sont des valeurs qui ont été définies dans le décret par rapport à votre activité, par rapport à votre situation géographique, donc la zone et l'altitude. Et donc cette composante va être divisée en composante CVC, composante use. CVC pour chauffage, climatisation, ventilation, et use pour les usages spécifiques. Alors, CABS, je vous disais justement qu'il y a ces deux composantes et qu'il y a des tables qui existent. Je vais vous en montrer une quand même, c'est plus parlant pour tout le monde. Donc là, l'exemple que vous avez sous les yeux, c'est la sous-catégorie FlexOffice. Donc vous avez, alors je ne sais pas si vous allez voir correctement ma souris, vous avez sur la partie haute de ce tableau la composante CVC. Donc en fonction de votre zone géographique H1A jusqu'à H3, ou éventuellement, donc là la partie Guyane, Guadeloupe vont être définies par la suite. Vous avez, en fonction de votre localisation au niveau français, vous avez des valeurs qui sont complètement différentes, tout simplement parce que pour chauffage, ventilation, climatisation, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Donc en fonction de l'altitude, vous allez définir une première composante. Donc là, je prends l'exemple de la région Auvergne-Rhône-Alpes, entre 800 et 1200 mètres, la composante CVC va s'élever à 81 kWh par mètre carré par an. Ce que je n'ai pas précisé et ce qui est important de faire, c'est que l'ensemble de ces données sont déjà intégrées dans la plateforme Operate et sont déjà ajustées, notamment au niveau de la composante CVC. Il y a un ajustement par rapport à ce qu'on appelle les degrés jours, je vous l'explique juste après, qui est déjà fait dans la partie définition des objectifs. La seconde composante est la composante use. Donc là, c'est un usage spécifique qui va surtout prendre en compte le fonctionnement interne de votre bâtiment. Donc vous avez ici ce qu'on appelle le use étalon. Donc si vraiment, qui a une méthode de calcul, donc on a la grosse formule, la use modulée, etc., qui est sur le bas. Alors je ne sais pas si on la voit bien, moi je la vois bien sur l'écran, mais qui vient définir cette valeur use. Et donc le use étalon va reprendre certaines valeurs qui vont être reprises dans le bas droite de ce tableau. Donc vous allez avoir notamment le nombre d'heures que vos bureaux sont ouverts. Vous allez avoir la surface du poste et le taux d'occupation moyen. Donc vous retrouvez des valeurs qui sont standardisées et qui permettent de définir un use étalon. Si jamais l'activité de votre bâtiment ne correspond pas à ces valeurs-là, vous allez directement travailler sur des valeurs que vous allez ajuster, vous allez moduler. Et donc ces valeurs, vous allez calculer ce qu'on appelle le use modulé. Avec le CVC, vous allez obtenir du coup ce qu'on appelle un objectif CABS, qui est égal à la composante CVC plus la composante use, qui va être modulée également. Petite particularité, si vous commencez à moduler vos objectifs, vous allez également devoir modifier la partie consommation de référence, parce qu'effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, tout est rentré dans la plateforme. Donc si jamais finalement vous avez des activités qui n'ont pas bougé depuis des années et qui ont été modulées sur votre objectif, on va moduler aussi l'année de référence. Et donc à bien prendre en compte sur le calcul du coup de la consommation relative, de l'objectif valeur relative, qui peut être du coup un petit peu varié et un petit peu différent de ce que vous aviez imaginé auparavant, pour comparer l'un ou l'autre. Alors, ce qu'il est important de voir, je vous disais que dans les objectifs CVC de la base Operate, tout a déjà été ajusté au niveau climatique. Mais forcément, ce sont vos consommations qu'il va falloir comparer à ces consommations-là. Et donc, vos usages, que ce soit CVC ou use, vont également devoir être ajustés. La partie CVC, bien évidemment, va être ajustée par rapport aux données climatiques, à la rigueur climatique. Donc là, on va prendre ce que l'on appelle des données DJU, donc ce sont des degrés jours unifiés, qui vont être récupérés sur une zone géographique ou sur la station météo la plus proche, et qui vont venir ajuster vos consommations. Alors, vous avez deux méthodes. Soit vous avez effectivement des compteurs, des sous-compteurs qui sont présents sur l'ensemble de vos usages, vous connaissez vos consommations, et donc dans ce cas-là, vous avez une formule qui est à faire, qui se trouve sur le haut à droite de votre écran. Donc c'est une formule qui prend en jour ce que l'on appelle les degrés jours moyens qui sont calculés de 2000 à 2019 par rapport au degré jour de l'année de référence qui a été choisie. Et ensuite,
Si vous n'avez absolument pas de sous-compteur, il y a des ratios qui ont été déterminés par de savants calculs de l'ADEME et de l'État qui vont permettre également d'ajuster en fonction de la surface, des degrés jour et d'un coefficient théorique, d'écart théorique de consommation, chauffage, climatisation, qui est différent en fonction du chauffage ou du refroidissement. Il y a d'autres façons également de moduler. Donc là, on a vu qu'on pouvait moduler un objectif par rapport à l'usage et par rapport à la rigueur climatique. Mais il y a d'autres façons également de moduler les objectifs et potentiellement de les moduler grandement. Le premier, c'est une raison économique. C'est-à-dire que lorsque vous avez défini votre objectif à atteindre, que vous avez défini les actions de performance énergétique à faire, vous allez vous rendre compte que certaines d'entre elles demandent un temps de retour sur investissement, donc le TR brut, le TRB, extrêmement lointain. Et donc, ce qui a été établi par décret, c'est qu'en fonction de la catégorie d'actions de performance énergétique, on va avoir des plafonds qui, dans le cas où ils sont dépassés, vous allez avoir la possibilité finalement de rédiger ce qu'on appelle un dossier technique de modulation. Donc nous, Green Today, bien évidemment, on vous accompagne dans l'ensemble de cette chaîne-là, bien sûr. Donc on va pouvoir, par exemple, pour l'enveloppe du bâtiment, alors je prends un exemple tout bête, vous avez une isolation par l'extérieur d'un de vos bâtiments qui, lorsque vous regardez ce que ça vous coûte et ce que ça vous rapporte en termes de consommation et d'économie de consommation, vous allez être à 35-40 ans. Bon, là, vous allez pouvoir rédiger un dossier technique de modulation qui va spécifier que, dans le cadre de vos actions de performance énergétique, cette action-là, vous ne la prenez pas en compte, tout simplement parce qu'elle sort, pour des raisons économiques, elle sort du panel. Et donc, vous rédigez ce dossier de modulation, vous le sortez, donc vos consommations et votre objectif sera modulé, car effectivement, l'isolation, par exemple, c'est quelque chose qui va permettre vraiment d'aller chercher des grosses économies, mais qui va demander des gros investissements également. Vous avez ensuite deux autres familles, donc la gestion des équipements et leur optimisation, donc là, on va être plutôt sur du 6 ans, et la partie renouvellement des équipements, qui va être sur du 15 ans. Particularité, dans le précédent arrêté, donc avant qu'il y ait eu le dernier arrêté méthode, on prenait l'ensemble des actions de performance énergétique et on calculait un taux de retour sur investissement moyen et donc c'était cet ensemble-là que vous compariez effectivement à une durée. Donc là, ce n'est plus le cas, on va vraiment prendre chaque action indépendamment et le comparer aux trois valeurs que vous avez à la droite de votre écran. Donc ça, c'est la première façon de moduler vos objectifs, donc en expliquant que pour des raisons économiques, ce n'est pas possible. La seconde et la troisième sont un peu plus simples, on va dire. Donc vous avez soit un dossier de modulation que vous pouvez rédiger par rapport à des contraintes techniques, soit par rapport à des contraintes architecturales et patrimoniales. La première contrainte technique, elle s'entend assez facilement, c'est que par rapport à l'activité qui vous concerne, vous n'avez pas la capacité de faire, pour des raisons techniques, sur ce bâtiment-là, certaines actions. Donc là, par exemple, d'un bâtiment de santé, vous ne pouvez pas faire toutes les actions possibles et imaginables. Et donc, avec un avis circonstancié, vous pouvez moduler vos objectifs par rapport à cette contrainte technique. La contrainte architecturale et patrimoniale, alors je vais prendre un exemple qui est plutôt parlant. On vous demande dans les APE de réaliser différentes actions. Vous êtes sur le château de Versailles, vous pensez bien que la partie isolation par l'extérieur du château de Versailles, on ne va pas forcément en parler. Donc effectivement, on fait l'appel à des spécialistes, des architectes en chef, des monuments historiques, ou avec une certaine spécialisation. Nota bene, il y a eu un ajustement qui a été fait sur le dernier arrêté avec un diplôme reconnu niveau équivalent. Alors on est toujours sur l'architecture ou vraiment de la spécialité, hein, c'est pas n'importe qui va pouvoir faire ces justificatifs, donc ces avis qui vont permettre de s'affranchir de cet objectif-là. Voilà, donc vous avez ces trois raisons techniques, architecturales et patrimoniales et économiques qui vont vous permettre d'ajuster vos différents objectifs à atteindre et donc qui vont alléger un petit peu tout cela. Mais bon, le dossier à réaliser est quand même assez costaud. Donc je vous parlais du dossier de modulation, donc c'est un dossier c'est un dossier qui est à réaliser, qui prend un petit peu de temps. Et donc qui sera également à rentrer sur la plateforme Opérate. Donc ce dossier de modulation, il est assez complet. On va retrouver toute l'étude énergétique du bâtiment qui a été fait. On va retrouver la partie équipement,
la partie, ce qu'on appelle sobriété énergétique, alors avec toutes les actions de sensibilisation auprès des collaborateurs qui auront pu être menées, le programme d'action qui a été déterminé, et enfin, donc, toute la partie note technique de modulation, ce qu'on a pu voir les 3 raisons auparavant. Le tout sera déposé sur Opera pour actualiser les différents objectifs. Voilà, donc attention, il y a aussi une capacité de réaliser des échantillonnages sur vos bâtiments. Donc là, de la même façon, le dossier de modulation peut être fait sur l'ensemble d'un échantillon donné. L'échantillon devant être égal à racine de x, x étant le nombre de vos bâtiments concernés. Et donc pour réaliser ces dossiers, vous l'avez compris, il faut certaines compétences. Donc vous pouvez en avoir, vous, directement en interne. Donc tout simplement avec un collaborateur qui est capable de justifier de compétences, notamment en clos couvert, en équipement, en procédé, etc., etc. Donc il faut vraiment avoir des compétences qui soient reconnues par les organismes certifiants, ou faire appel directement à des ingénieurs conseils ou des bureaux d'études certifiés par le PQBI ou par l'AFNOR. Green Today en fait partie, mais également aussi par des architectes qui sont spécialisés. Ces dossiers de modulation sont complètement différents en fait pour les objectifs 2030, ils devront être déposés au plus tard sur la plateforme Opera au 30 septembre 2026, pour les objectifs 2040 au 30 septembre 2037 et pour les objectifs 2050 au plus tard le 30 septembre 2047. On parle depuis tout à l'heure de la plateforme Opera, finalement, qu'est-ce que c'est? Alors la plateforme Opera pour Observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions du tertiaire. C'est une plateforme qui est gérée par l'ADEME et qui sert de recueil et de suivi des consommations énergétiques du secteur tertiaire. Donc elle sert à la fois à vous, qui êtes assujettis par ces obligations-là, pour aller renseigner un certain nombre de données, mais également va servir à l'administration pour réaliser un certain nombre de contrôles. Elle va permettre, une fois que vous aurez rentré l'intégralité de vos données de consommation et d'autres choses, de générer l'attestation annuelle, celle qu'on évoquait tout à l'heure par rapport au baux de location et aux documents de vente, éventuellement, si vous souhaitez vous séparer d'une partie de votre patrimoine. Donc, elle va pouvoir vous délivrer cette attestation et elle permet également ce que l'on appelle un benchmark éco-énergie tertiaire. Donc, tout simplement, si vous êtes plutôt en recherche de comparatif par rapport à vos concurrents, vos collègues, vous allez pouvoir déterminer effectivement si vous êtes en avance, en retard, et valoriser ou non votre patrimoine par rapport à un concurrent éventuel. Il y a une annonce qui a été faite, la dernière c'était le 17 juin, par les services de l'État et par l'ADEME. L'ensemble des déclarations à la fois de votre année de référence, à la fois de vos consommations énergétiques de référence, de votre méthode de calcul et de façon de répondre, valeur relative ou valeur absolue, et les consommations énergétiques pour 2020 devaient être déclarées. Alors, il y avait 2 dates, 30 septembre 2021, 30 septembre 2022. Tout a été redécalé pour le 30 septembre 2022. Donc, en 2022, vous devrez renseigner vos consommations d'énergie 2020, 2021, l'ensemble de vos données patrimoniales, c'est-à-dire quels sont vos bâtiments concernés par ce décret-là. Donc, de la même façon, nous, on peut vous accompagner sur ces éléments. Le choix de l'année de référence, de vos consommations et la méthode choisie. Donc, au plus tard, 30 septembre 2022, c'est une annonce qui a été faite ce mois-ci. Donc, vous avez le temps de vous mettre en place, mais attention, ça prend quand même du temps de travailler sur l'ensemble de ces sujets. Donc, ne le prenez pas à la légère, ne le faites pas au dernier moment. Alors, sur la plateforme Opera, je vous disais, il y a pas mal de données qu'il va falloir renseigner. Donc, bien évidemment, votre patrimoine, les consommations énergétiques, les consommations de l'année de référence. Attention, encore une fois, on ne renseigne pas des données énergétiques pour une année où on n'a pas de justificatif. Ça paraît tout bête, mais c'est obligatoire. On va devoir vraiment aller chercher sur les factures entre 2010 et 2019, qui sont 1, représentatives, et 2, dont on a les justificatifs. On va renseigner les indicateurs d'intensité d'usage, donc ça c'est ce qu'on voyait tout à l'heure par rapport à la composante use. On va également rentrer les consommations liées aux IRVE, donc c'est les infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, toute la partie recharge de véhicules va être à sortir de vos consommations. Ensuite, bien évidemment, tous les plans d'action, vous allez devoir travailler, et éventuellement les corrections de modulation que vous allez vouloir mettre en place pour corriger vos objectifs. Bon,
on a quand même bien parlé de toute la partie, administrative et ce qu'il en est, méthode de calcul. On va passer à du concret, c'est quand même plus parlant pour tout le monde. Alors, on va prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est un bâtiment qui héberge deux types d'activités. Alors, j'entends deux types d'activités, tout simplement parce qu'il y a deux fiches complètement différentes sur la partie décret tertiaire. Donc, une première, ce sont des bureaux individuels sur 3500 m², et deuxième, c'est des open space sur 1500 m², donc ce qui est assez courant, finalement, pour l'ensemble de bâtiments de bureaux. Donc là, on est sur Nantes, on a un patrimoine qui fait 5000 m², comme vous le voyez, et des consommations annuelles sur une année glissante. Rappelez-vous, on peut le faire sur une année glissante, qui sont aux alentours de 680 000 kWh par an. Vous avez le tableau en bas à droite qui va vous donner certaines indications. Alors là, juste pour information, vous avez ici février 2016, mais la consommation qui est notée ici, ce n'est pas que la consommation de février, c'est la consommation sur une année glissante à partir de février 2016. Donc de février 2016 jusqu'à janvier 2017. La consommation, la deuxième colonne, c'est de mars 2016 jusqu'à février 2017. Voilà. Donc ça, à chaque fois, il faut lire comme ça le tableau, hein. C'est un petit peu particulier. Et ce qu'il est également important de noter, on en a parlé tout à l'heure, les consommations qui ont été notées ici sont ajustées par rapport à la rigueur climatique. C'est extrêmement important de le prendre en compte parce que ça peut changer également vos données. Et donc, en fait, on va se dire, très bien, ça, c'est mes compteurs, c'est mes consommations. OK, finalement, je réponds comment? Donc là, je crois que Sana va lancer un petit sondage. Alors, je ne sais pas si elle le fait en même temps, je ne vois pas tout. Donc, en fait, on va se dire, déjà, on prend quoi comme année de référence? On prend quoi comme consommation de référence? De façon assez bête et méchante, on va généralement prendre la plus haute, parce qu'effectivement, c'est celle qui est le plus parlant. Et on va effectivement regarder, diviser cette valeur-là. Donc, on a vu juste avant 680 000 kWh par an. On va la diviser par 5000 m². Ça va nous donner notre consommation de référence qui est de 135,8 kWh par m² par an. Quelque chose qui est à noter, c'est que cette entreprise de bureau avait déjà réalisé quelques modifications et avait notamment changé un équipement et avait réduit de 5% ses consommations. D'ici à novembre 2017. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe sur la droite de la diapositive. Donc, comme vous l'avez bien compris tout à l'heure, alors la valeur relative, je vous passe les détails, mais effectivement, vous avez bien compris que vous prenez cette valeur de référence et vous les multipliez par 0,6, 0,5 et 0,4, que sont tout simplement le moins 40, moins 50, moins 60%, pour obtenir le seuil objectif de la consommation relative à 2030, 2040, 2050. Et sur la partie haute, on va avoir un calcul par rapport à la consommation absolue, donc qui va se décomposer en CVC et use. Alors là, le calcul, il est assez simple. On va multiplier la surface de bureau individuel par CVC et use, donc c'est-à-dire on va faire 3500 fois 57 plus 50, le tout divisé par 5000, qui est la surface totale concernée. Et on va additionner également le 1500 multiplié par 57 plus 60, le tout également divisé par la surface totale. Donc, le sondage, je crois qu'il est parti. Donc, l'idée, c'est de savoir, à votre avis, quel est le plus intéressant. Donc, d'un point de vue calcul, on arrive à ces valeurs-là. Donc, on se rend compte qu'effectivement, on a une valeur CAPS qui est un petit peu plus grande que la valeur relative. Et donc, ce qui paraît plus logique, c'est qu'effectivement, on va choisir de répondre par rapport à une méthode valeur absolue. Alors vous allez me dire pourquoi? Tout simplement parce que l'effort à faire pour passer de la consommation de référence à la consommation en valeur absolue est beaucoup plus faible que si vous deviez atteindre le premier palier d'objectif 2030. Donc passer de 135 à 110, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'un point de vue investissement à faire que la consommation relative. Donc finalement, il y a 19% à aller chercher contre 40% par exemple pour la valeur relative. Alors dans ce cas-là, effectivement, on a pour objectif de passer de 680 000 à peu près kWh par an à un objectif de 550 000 kWh par an. Donc on a repris la valeur absolue, on l'a multipliée par la surface pour obtenir cet objectif-là. Et donc, les consommations qu'on a juste entre les deux, là sur la partie gauche de votre tableau, c'est tout simplement
les consommations qui ont été relevées à la fin de l'année 2017. Donc, c'était les 5% d'écart qui avaient déjà été réalisés. Donc là, tout simplement, on a très peu de choses à aller chercher et on a une méthode qui est assez simple et qui est d'ailleurs suivie par l'ensemble de nos confrères et par nous-mêmes également. On va d'abord faire des propositions d'actions de sobriété. Ensuite, on va parler d'efficacité et ensuite, on mettra en place effectivement du renouvelable. Donc, c'est plutôt une démarche qu'on appelle la démarche négawatt. Donc, c'est ce qu'on a proposé à ce client-là. Donc, on lui a proposé principalement des actions assez simples, assez faciles, très rentables, que sont d'ailleurs la sensibilisation des collaborateurs, donc tout simplement éteigner la lumière, changer un petit peu vos habitudes de consommation. Donc on met en place bien évidemment un nombre d'outils assez important. On a proposé ensuite de piloter différemment les équipements, que ce soit l'éclairage, la ventilation, les températures de consigne pour les zones de chauffage. Et on a également proposé tout simplement du relamping LED. Donc on était sur du tube T8, on est passé sur du relamping LED. Donc, bon, les consommations sont quand même... Voilà. On a quand même amélioré un petit peu. Donc, vous avez un détail des consommations et des économies d'énergie qui ont été faites à l'année. Alors, on n'a pas mis la partie investissement parce qu'effectivement, c'est complètement différent qu'on soit dans un bâtiment ou dans un autre. On a simplement souhaité vous montrer qu'effectivement, sur ces actions assez simples, on voit dans le graphe en bas à droite que très rapidement, avec ces quelques actions, on a réussi à aller en dessous du seuil qui est la valeur absolue qui avait été fixée par la méthode qu'on avait calculée, avec un taux de retour sur investissement extrêmement rapide. On est vraiment sur de la sobriété, de l'efficacité, donc ce sont des actions rapides, rentables. C'est d'ailleurs quelque chose qu'il va falloir définir dans votre cas, c'est effectivement de voir comment vous souhaitez financer vos actions de performance. Ça, c'est encore un autre sujet qu'on pourra évoquer, si vous le souhaitez, une autre fois. Un deuxième exemple, donc de la même façon, Sana lancera un sondage juste après. Donc là, on est sur un collège, donc pas du tout le même usage tertiaire, qui fait à peu près 9500 m², qui est en région Auvergne-Rhône-Alpes, et qui a des consommations de l'ordre de 1 750 000 kWh par an. Je vous repasse le détail des courbes, on a exactement la même chose, on ajuste par rapport aux données climatiques, on regarde l'année glissante la plus consommatrice, et on fait exactement la même chose. Donc, on a déterminé une consommation de référence. Alors là, c'était plutôt août 2017, avec une consommation de référence qui était de l'ordre de 185 kWh par an, et des économies déjà réalisées de l'ordre de 11%. Alors, vous allez me dire, ça ressemble quand même grandement à ce qu'on avait au-dessus. Très bien. Alors, à votre avis, lequel est le plus intéressant? Donc là, on a réalisé le même calcul que tout à l'heure. Là, on a simplement, alors pour la partie CEAPS, le calcul est beaucoup plus simple, il y a un seul usage. Donc, on a fait tout simplement 72 plus 25 pour fixer la valeur absolue. Donc, premier objectif. Et la consommation relative, on a fait le même calcul. On a multiplié CRF par 0,6, 0,5, 0,4. Et bien, malgré cela, on se rend compte que là, on va répondre de façon complètement différente. Vous voyez effectivement que l'écart entre la consommation de référence et la consommation absolue est beaucoup plus grande, finalement, que la consommation de référence par rapport à la consommation relative. Et donc, dans ce cas-là, on choisira de répondre de façon complètement différente, avec des modes de calcul complètement différents par rapport à ce qu'on a pu faire sur l'exemple précédent. De la même façon, on a préconisé un ensemble d'améliorations à mettre en place. Néanmoins, pour aller chercher les 30% d'optimisation par rapport à la valeur relative, on n'a pas mis en place que de la sobriété. Là, on a dû aller chercher un petit peu plus loin. Donc, on a toujours mis effectivement les mêmes choses. On a de la sensibilisation, souvent du pilotage d'équipement, un peu de relamping, parce qu'effectivement, il y a souvent des matériaux qui ne sont pas aux normes ou à jour. Et ensuite, on a préconisé beaucoup de travaux d'efficacité énergétique. Des travaux sur l'enveloppe. Donc là, on parle de vitrage, d'isolation, que ce soit des toitures, des murs, etc. Que ce soit de l'optimisation de la ventilation, donc changer certains équipements, par exemple, les piloter un petit peu différemment. Et également, changer certains équipements thermostatiques. Donc c'était les robinets, c'était changer une pompe, quelques vannes, enfin bref. Quelques actions qui ont été préconisées pour atteindre le seuil, l'objectif valeur relative 2030. Alors là, on a répondu en valeur relative, vous l'avez vu, mais la particularité par rapport à ce projet-là, c'est qu'on est sur un temps de retour sur investissement, si on prend l'intégralité, qui est supérieur à 25 ans.
Donc, si on prend action par action, vous avez bien compris que les travaux sur l'enveloppe, par exemple, sont largement supérieurs à 30 ans. Et donc, dans ce dossier-là, dans ce cas concret-là, un dossier de modulation sera à faire, notamment pour ajuster l'objectif valeur relative en enlevant cette partie travaux sur enveloppe. Et donc là, justement, on peut vous accompagner, Green Today peut vous accompagner sur la définition des nouveaux objectifs et de tous les calculs qui vont derrière, bien évidemment. Voilà, donc j'en ai fini pour la partie exemple. Je suppose, je vois que ça crédite pas mal de questions. Je pense que vous avez quand même pas mal de choses à nous dire. En quelques mots, finalement, comment nous, on peut vous accompagner sur ce décret-là. Tout simplement, alors on a une réponse en 6 étapes. La première, elle est évidente. Il faut qu'on se rencontre. Il faut qu'on rencontre l'intégralité des parties prenantes, locataires, propriétaires, pour se mettre d'accord et pour cadrer finalement ce qu'on appelle l'assujetti référent, donc qui va déclarer, comment seront financés, mettre en place tout un plan d'investissement, est-ce qu'on finance les actions de performance, les premières actions et les gains engrangés permettent de financer les plus grosses actions, etc. Ou est-ce qu'il y a un capital qui est mis en place, est-ce que c'est au travers d'un CPE, enfin voilà, il y a toute cette définition déjà du cadre qui se fait auparavant. Bien évidemment, il faut mettre en place un système de suivi de management des consommations, tout simplement parce que quand vous avez un patrimoine qui compte 150, 200 bâtiments, il faut savoir qui consomme, comment et où. Donc, bien évidemment, il va falloir, avec un système, c'est bien plus simple pour vous, pour nous également. Donc, nous, on vous propose effectivement de mettre en place ce système et de vous accompagner dans la définition et dans le suivi, pour ensuite passer vraiment sur les étapes qui sont évidentes, le choix de l'année de référence, la détermination des actions à entreprendre. Donc là, c'est de la gestion de projet, bien sûr, mais c'est la mise en place d'audits énergétiques par bâtiment, alors avec les méthodes d'échantillonnage, etc. Ça, on peut effectivement l'évoquer. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Donc, vous avez ensuite le listing des actions de performance énergétique par bâtiment ou par zone. Voilà. On peut vraiment définir l'ensemble, l'intégralité des actions à mener. Et puis ensuite, effectivement, on va rédiger éventuellement s'il y a des ajustements de calcul, etc. Donc, on met en œuvre ces actions et on reboucle parce que, bien évidemment, les objectifs 2030 ne sont pas ceux de 2040. Et plus on avance dans le temps, plus on a déjà fait des petites actions qui rapportent beaucoup, et plus on se retrouve avec des actions qui rapportent moins, mais qui demandent beaucoup plus d'investissement. Donc, il faut vraiment planifier, organiser l'ensemble de cette réponse-là. Donc, nous vous proposons effectivement de vous accompagner sur l'ensemble de ce credo. Voilà. Donc, pour moi, la partie présentation est terminée. Ce que je vous propose, c'est de passer à des phases de questions-réponses. Donc, Sana, je vais te laisser reprendre la parole, me dicter. J'ai vu qu'il y avait pas mal peut-être de questions qui ont été posées dans le chat. Tout à fait. Nous avons pas mal de questions, effectivement. Donc, merci de votre participation à tous. Alors, je vais commencer par la dernière qui vient d'arriver. C'est combien de temps, puisque tu viens d'en parler, combien de temps en moyenne dure un accompagnement décret? Alors, il va être complètement spécifique en fonction de votre patrimoine. Donc, si vous avez 2 bâtiments, ce sera beaucoup plus rapide, bien sûr, que si vous en aviez 150. Ne serait-ce que la première étape qui est de regrouper l'ensemble des partenaires, ça peut prendre énormément de temps, le temps de cadrer l'ensemble des éléments. C'est un accompagnement qui se fait dans le temps. Donc, on propose, nous, différentes topologies d'offres. Une première offre qui est vraiment de vous accompagner dans la définition de l'année de référence et de la méthode de calcul, et on s'arrête là. Une seconde, on va aller un petit peu plus loin, on va mettre en place le système de management, etc. Donc, on va pouvoir, dans la durée, vous accompagner, vraiment définir les plans d'action, etc., pour atteindre les objectifs 2030, 2040, 2050. Et le dernier, c'est un accompagnement complet. Donc, en fait, ça va dépendre de votre patrimoine, ça va dépendre de sa complexité, bien sûr. Si on a besoin également de mettre des campagnes de mesure, parce que tout à l'heure, je vous parlais de données justifiées. Si vous n'avez pas de sous-comptage sur certains bâtiments, par exemple, il va falloir mesurer. Donc, il va falloir aller mettre ces sous-comptages, mais il faut que ce soit des durées représentatives. Donc, rien que sur ce sujet, vous avez la possibilité déjà de faire plus ou moins long votre prestation. Voilà. Donc, c'est du cas par cas. Je sais que ça ne répond pas forcément à toutes les questions, mais c'est effectivement au cas par cas. Eh bien, Anaïs, j'espère que nous avons répondu à votre question. Je vais de nouveau poser une question. Donc, dans les bâtiments à usage mixte, faut-il compter la surface des bureaux des agents de maîtrise liés aux ateliers? Alors oui, il faut effectivement séparer la partie atelier et la partie bureau.
Je prends un exemple tout simple. Dans une entreprise standard, vous avez la partie production, vous avez les bureaux RH, etc., par exemple, et vous avez la cantine. Vous êtes concerné par le décret tertiaire si effectivement la surface plancher en cumulé sur votre site dépasse 1000 m². Bien sûr, vous n'allez pas prendre en compte la partie atelier, vous n'êtes pas concerné par cette partie-là, ce sont vraiment les activités tertiaires qui vont être concernées. Mais effectivement, ça va dépendre de la surface plancher concernée, qui doit dépasser 1000 m². Merci. Question suivante. Donc, Eric, j'espère qu'on a répondu à votre question. L'année de référence peut-elle être une année glissante? Oui, tout à fait. L'année de référence peut être une année glissante. C'est d'ailleurs souvent le cas. C'est rarement une année calendaire, janvier à décembre. Hein. On a souvent des actions. Et puis, effectivement, elle est à définir entre 2010 et 2019. Alors, ça ne veut pas dire que les bâtiments construits après 2019 ne sont pas concernés. C'est surtout que les années 2020-2021 ont été tronquées par rapport au Covid. Et donc, effectivement, sont sortis un petit peu de la partie objectif. Par contre, les bâtiments construits jusqu'à maintenant seront concernés également par le décret. Très bien, merci. J'espère qu'on a répondu à votre question, Dana. De nouveau, une question sur les consommations. Quelles sont les consommations qui sont concernées? Je crois qu'on a eu cette question quelques fois. Il y a eu également, est-ce que les consommations d'eau sont prises en compte? Donc, elles se rejoignent. Alors, oui. Alors, on va être sur toutes les consommations énergétiques. Donc là, on va prendre en compte votre compteur électrique. Donc forcément, vous allez avoir toutes les consommations éclairage, alimentation d'équipements spécifiques, les imprimantes, vraiment l'intégralité de vos équipements, les détecteurs et autres. Et vous allez ensuite avoir toute la partie consommation, chauffage, ventilation, climatisation. Donc là, c'est vraiment les déperditions, comment couvrir les déperditions thermiques. Donc ce seront effectivement des calculs qu'il va falloir faire sur l'ensemble des données. Je vous disais tout à l'heure, la partie par contre consommation des véhicules électriques est à sortir de cette partie-là. Tout comme la partie eau. L'eau le décret tertiaire ne concerne pas la partie eau potable, eau vanusée, etc. On est vraiment sur la partie énergie pure et dure. Voilà. La seule partie où on va pouvoir éventuellement parler d'eau, c'est sur l'eau chaude sanitaire. Mais là, on est dans tous les cas dans du chauffage, donc on re-rentre dans cette partie thermique. Merci. Je continue avec d'autres questions. Quels sont les documents qui peuvent être demandés lors d'un contrôle? Le contrôle se fera-t-il au hasard? Alors, on est sur le contrôle, je pense qu'on parle du dossier de modulation. Donc, en fait, on va avoir, quand on souhaite ajuster nos objectifs de consommation à atteindre, on va devoir réaliser un document qui s'appelle, on l'a vu tout à l'heure, le dossier technique de modulation. L'État, dans sa plateforme ADEME, a intégré un ensemble de calculs qui va être capable de définir s'il y a un écart trop important par rapport à ce qu'ils ont défini. Je m'explique. Vous avez une isolation par l'extérieur qui a été définie en termes d'action de performance énergétique et vous vous expliquez que pour vous, le TRB, il est beaucoup plus important, il est à 50 ans. La plateforme, dans son cœur de calcul, va avoir la capacité de se dire normalement, on est vraiment entre 30 et 50, c'est quand même le maximum. Et donc, une alerte va être envoyée au service de l'État. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y a un lien qui est fait aussi avec l'administration. Et donc, la plateforme va dire, il y a un écart qui est quand même important sur cette demande de modulation d'objectifs. Je vais donc alerter ces services. Et les services vont réaliser un contrôle et vont demander, généralement, vont demander, quand ils reviennent vers vous, c'est sous 15 jours, vont vous demander un dossier technique de modulation complet. Alors, je ne vous cache pas qu'en 15 jours, généralement, vous n'avez pas le temps de le faire si vraiment vous avez fait quelque chose, une déclaration un petit peu fautive. C'est très compliqué. Un dossier de modulation, ça demande énormément de travail, ça demande du travail sur place, ça demande sûrement un ou plusieurs audits énergétiques, etc. etc. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si ça a répondu correctement à votre question, mais... Voilà, n'hésitez pas, Dana. Effectivement, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Une question de Romain. Comment est définie la responsabilité du locataire et du propriétaire? Par décret. Les deux sont concernés. C'est-à-dire que demain, vous êtes locataire de bureau tertiaire, par exemple, dans un immeuble. Et donc, vous êtes locataire. Et donc, le propriétaire
est concerné au même titre que vous. Donc, si demain, vous évoquez effectivement le sujet de dire c'est pas moi qui suis concerné, c'est le propriétaire, moi je fais que louer, c'est pas le cas. Vous serez également soumis à des obligations, ça fait partie du décret, ce sont les obligations qui concernent le propriétaire et les locataires, d'où l'importance de la première phase qui est de dire qui fait quoi. C'est-à-dire de se mettre autour d'une table et de se dire ok, sur cette partie je m'occupe de déclarer mes consommations, je m'occupe de vous proposer des actions de performance énergétique. Ce sera bien évidemment le propriétaire qui va les mettre en place, mais ce sera soit vous, soit lui, qui allez devoir déclarer vos consommations. Donc nous, dans ce cadre-là, on peut également vous accompagner pour échanger et mettre en place tout cela. Merci Martial. Une nouvelle question concernant les surfaces planchers. Vous avez parlé de surface plancher, donc cela comprend-il les couloirs, la salle de réunion, les salles d'archives ou les WC, etc. Alors, ça prend l'ensemble des surfaces dédiées à l'activité. C'est vraiment, on va prendre sur un plateau, je prends un exemple, sur un plateau de bureau, on va prendre en compte vraiment de mur à mur. Donc, ça va prendre effectivement les couloirs, les bureaux, etc. Forcément, sont concernés par l'activité tertiaire. Si vous êtes que sur un plateau de bureau, les couloirs, ça paraît évident parce que vous y passez, ça fait partie de votre activité pour aller à l'imprimante, pour aller utiliser différents services d'activité tertiaire. Donc, ils sont concernés, bien sûr. Merci Martial. Vous avez parlé de la possibilité de réaliser un échantillonnage. Qu'est-ce que cela veut dire? Pouvez-vous développer? Alors, on a la capacité, d'un point de vue thermique ou d'un point de vue déclaration, de réaliser des échantillonnages. Imaginons que vous avez un patrimoine immobilier où l'ensemble de vos bâtiments fonctionne exactement de la même façon, où vous avez exactement, on va dire, exactement, à peu de choses près, les mêmes systèmes de chaufferie, les mêmes consommations, etc., etc. Donc, vous allez pouvoir procéder par échantillonnage. C'est-à-dire que vous avez 10 bâtiments qui fonctionnent exactement de cette même façon. Vous allez pouvoir dire, plutôt que d'analyser chacun des bâtiments, je sais qu'ils fonctionnent de façon globale. Donc, les actions de performance énergétique que l'on va pouvoir déterminer sur un bâtiment seront applicables sur racine de 10, qui est le nombre de bâtiments, seront applicables sur l'ensemble des bâtiments, pardon. Et donc, pour définir le nombre de bâtiments à analyser, on fait racine de 10, parce que là, on a 10 bâtiments potentiellement à analyser. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais... De toute façon, la personne se manifestera, je pense que c'est Yann. N'hésitez pas à vous manifester si effectivement vous avez encore d'autres questions. Les variations d'activité sont-elles prises en compte? Exemple, taux d'occupation en hôtellerie. Intéressant. Oui. Merci. Bien sûr, c'est ce qui est défini d'ailleurs par la composante use lorsqu'on regarde la valeur absolue. Donc, on a le taux d'occupation qui, bien évidemment, est très impactant pour vos consommations. Si les chambres ne sont effectivement pas occupées, la climatisation l'été ne fonctionnera pas forcément dans celle-ci. La partie chauffage l'hiver également, où vous serez en réduit. Voilà, il y a vraiment, effectivement, tout est pris en compte, notamment le taux d'occupation pour l'hôtellerie qui est extrêmement impactant. Encore une question concernant du coup les consommations à prendre en compte. Est-ce que le gaz et le fioul sont à intégrer? Oui, l'ensemble des consommations. Alors tout à l'heure, je parlais de thermique. Si vous chauffez au fioul, bien évidemment qu'on va regarder les consommations associées au gaz également. Très bien. Et je crois que nous avons une dernière question. Doit-on être accrédité ou avoir une qualification particulière pour exercer une telle mission? Est-ce que c'est ça, Rizwab? Pardon, je n'ai pas compris la dernière phrase. Doit-on être accrédité ou avoir une qualification particulière, je pense, pour justement pouvoir réaliser les décrets, c'est cela? Ouais, ok, c'est ça. Ok. Merci. Alors, par rapport à la mission de décret, vous pouvez très simplement le faire en interne. Ça, vous avez largement... vous pouvez avoir les capacités internes, les compétences internes, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Néanmoins, lorsque vous allez devoir moduler vos objectifs, lorsque vous allez devoir passer dans quelque chose un petit peu plus technique, là, vous allez devoir justifier de certaines compétences. Tout simplement, on parle d'analyse du bâtiment. Alors, vous avez sûrement des GTB, vous avez sûrement ce genre d'éléments peut-être dans vos bâtiments. Il faut les analyser, il faut des logiciels, il faut pas mal de choses. Donc après, si vous avez tout en interne, bien évidemment, vous pouvez le faire. Par contre, il va falloir aussi justifier de compétences spécifiques, d'auditeur énergétique peut-être,
Si vous avez un architecte en interne, encore mieux. Si vous devez, pour des raisons patrimoniales, ajuster vos consommations, etc. Voilà. Donc, ça va vraiment être... si vous avez les compétences et que vous savez faire, effectivement, vous pouvez le faire vous-même. Après, dans tous les cas, il y aura... nous, on peut vous accompagner simplement pour faire de la vérification si vous le souhaitez. Eh bien, merci. Je crois que nous n'avons plus de questions. Oui, je crois que c'est bon. Je vous mets quand même des coordonnées si jamais vous souhaitez noter certaines coordonnées. Voilà, donc vous avez les miennes, celles de Zakaria El-Kedani que vous venez de voir apparaître sur votre écran. Merci, Yann. Martial. Mon fondateur. Oui. En tout cas, je tiens à vous remercier pour votre participation à notre événement. C'était intéressant de pouvoir échanger sur ces thématiques du décret tertiaire et surtout sur la valeur absolue, valeur relative, qui est un sujet important. En tout cas, on reste à disposition si vous avez des questions à nous poser. Vous avez nos coordonnées qui s'affichent à l'écran. N'hésitez pas à nous solliciter pour plus d'informations, pour échanger autour d'un rendez-vous. Parfait. Écoutez, à toi la main. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie en tout cas pour votre écoute, pour vos questions. Et puis, comme disait Zakaria, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Ce sera avec plaisir. Merci à tous. Au revoir.